quoi le regard que vous portez sur l'environnement de la sécurité en République de Guinée? Tout simplement par une vue particulière depuis 3 mois exactement que je suis présent en permanence donc à Conakry. Je vois des choses qui ne sont pas insensées dans mon regard, mais qui ne sont pas forcément suivies des faits. Et surtout, c'est la nature d'un regard d'un professionnel sur le regard domestique. Et c'est là que va rentrer en jeu l'appréciation environnementale de l'incendie dans sa perception vis-à-vis du citoyen qui vit sa vie traditionnelle. Hein. Ce que je veux dire par là, j'ai vu certaines choses, notamment pendant les délestages, par exemple, où beaucoup de personnes utilisent la bougie, ce que je peux comprendre, parce que quand il n'y a pas d'électricité, il faut bien avoir une source d'éclairage. Hein. Donc, la bougie peut être dangereuse en soi. Hein. Il suffit de la laisser tomber sur la moquette. La moquette va prendre feu. D'accord ? Autre chose, la bougie, en période de Noël, lorsqu'il y a un délestage, on ne met pas une bougie sur un sapin. Je l'ai vu là-haut, hein, donc c'est simplement pour vous donner le regard. Oui. Tout le monde n'a pas forcément la même sensibilité, mais tout le monde a le même caractère vis-à-vis de l'incendie. L'incendie fait peur. Voilà. L'incendie fait peur, c'est l'occasion pour nous, bien entendu, d'introduire Damaro. Ouais. Damaro, bonjour. Bonjour, bonjour. Que les téléspectateurs reconnaissent, bien sûr, à cause de l'autre journal. Mais alors, donc, dites-nous, qu'est-ce que vous nous apportez? Et d'ailleurs, on est très content que vous soyez avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Tout à l'heure, je le disais, c'est une première de passer dans cette émission à la Grande Espace. Alors, l'incendie, tel que vous m'en avez parlé, on a remarqué que généralement, lorsqu'il y a un incendie, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est d'appeler les services de secours. En Guinée, nous avons constaté que cela n'est plus le cas. On ne va plus jusqu'à appeler les sapeurs-pompiers. Tout de suite, on est animé par les premières idées, c'est-à-dire comment éteindre ces feux-là. Oui. Donc, on a nos techniques à nous, soit utiliser du sable, soit de l'eau, juste pour venir éteindre le feu, avec la contribution, bien sûr, des citoyens, des voisins qui sont à côté. Alors, les citoyens ont arrêté d'appeler les services pompiers. Ça s'explique du fait de l'inefficacité de ces services de secours. Ça s'explique aussi de l'odeur de ces services de secours, parce que non seulement la plupart des gens ils ne connaissent pas le numéro vert du service, et vous allez tout à l'heure rencontrer des gens dans la rue, vous leur demandez est-ce que vous connaissez le numéro vert des sapeurs-pompiers, ils vous diront tout de suite non, on ne le connaît pas. Donc, c'est la première des choses. Et ils n'ont plus aujourd'hui, ces citoyens n'ont plus aujourd'hui confiance à ces services, parce que autant de fois qu'il y a eu des incendies, ils ont essayé d'appeler les sapeurs-pompiers. Ils sont venus soit en retard ou qu'ils sont venus et ils n'étaient pas très bien équipés. Ils n'avaient pas tout de suite de l'eau pour éteindre les feux. On en a vu des cas comme ça, beaucoup. Il y a des incendies, on les appelle, ils viennent après à la dernière minute. Ouais, on est là, mais il n'y a pas d'eau. Mais bien avant qu'ils bougent, et la plupart d'entre eux, il arrive que certains vous disent qu'on n'a pas de carburant dans nos citernes. C'est juste incroyable. Pendant que les personnes sont en train d'être brûlées, cramées dans les incendies, les personnes en qui on peut avoir confiance, juste pour minimiser un peu les dégâts, n'arrivent pas à temps. C'est incroyable. Damaro, merci. Et ça, c'est le regard vraiment du citoyen. Hein, je dis, Damaro vient dans l'émission comme chroniqueur social et il traite de beaucoup de sujets. Et ça, c'était son regard. Alors, on va opposer à ce regard de citoyen le regard de l'expert. Donc, on va opposer à ça l'expertise, justement. Et dites-nous, c'est-à-dire que vous avez parlé un tout petit peu de l'environnement en Guinée, que vous avez découvert, pour dire, là, lui, il intervient par rapport à l'incendie. Et vous, votre dada, vous l'avez dit, c'est pour éviter justement qu'on en arrive à ça. Et dites-nous, qu'est-ce qu'il faut pour éviter qu'il y ait feu? Alors, chez vous, il faudra tout simplement des bonnes voies de communication. Quand je dis des bonnes voies de communication, des routes bien faites pour l'intervention rapide des sapeurs-pompiers.
avoir les réserves d'eau nécessaires à l'extinction immédiate du feu. Sans cela, on aura vraiment de grosses difficultés. Quand je dis on aura vraiment, les services de secours ne pourront pas combattre le feu s'il n'y a pas la nécessité d'eau qui est perçue immédiatement. Hein. Il faut des bornes à eau, comme ça existe là-haut, hein, tout simplement. Oui. Mais maintenant, c'est aussi dans la politique urbaine, excusez-moi d'employer le mot, mais c'est la politique urbaine qui doit donner le sens à la construction de la prévention de l'incendie dans l'espace commun. Alors, on sait que dans la réalité, aujourd'hui, ces dispositifs, les bornes à eau à chaque 200 mètres, etc., ce n'est pas une réalité. Et donc, qu'est-ce qu'on peut entreprendre pour, en attendant qu'on ait ces dispositifs pour éviter les incendies? Eh bien, vaste question, parce que si on n'a pas des bornes à eau tous les 200 mètres, il faut une pompe. La pompe, elle doit être alimentée par de l'essence. Tout le monde n'a pas forcément la possibilité financière de mettre en place ces systèmes. Voyez-vous ? Moi, mon regard aujourd'hui, c'est un regard où je vois que vous avez construit quelque chose dans la solitude que vous avez eue. Parce que vous n'êtes pas forcément, j'allais dire, être supporté par les services de secours. Donc votre regard, il est vraiment dans la solution la plus fine, la plus existante, éteindre le feu comme un piquet d'incendie, c'est-à-dire le seau. Hélas, j'allais dire. Mais rien n'est perdu. Rien n'est perdu, et là-dessus, j'ai envie de rebondir. Enfin, j'ai envie de dire, c'est quoi les métiers liés à la sécurité? La sécurité relève de quel ressort? Enfin, techniquement, parlez-nous un peu. On a envie de comprendre, là, en termes de professionnalisation, c'est quoi les métiers de la sécurité? Alors, vaste question, mais qui a déjà été résolue. La sécurité, on va le traduire comme un ensemble des sécurités dans 3 domaines bien particuliers. Oui. La sécurité à proprement parler, l'incendie, le gardiennage, la sécurité des biens et des personnes en termes de sûreté, et la sûreté dont on vient de parler, elle va être à la base de technologies. D'accord. Hein, qui va permettre, notamment dans le cycle urbain, de mettre des caméras, par exemple, pour lever les doutes, mais ça n'empêchera pas le crime, bien évidemment, hein, mais également les moyens humains. Les moyens humains sont surtout liés aux facteurs humains dans la dimension humaine. En clair, nous sommes tous humains et on doit tous s'entraider en termes communauté humaine. Et après, vous avez un 3e domaine qui est celui de la santé au travail, hein, dans le sens où cette santé au travail, ce que moi j'ai vu, hein, notamment dans les constructions de maisons, où on est là pour éviter les accidents liés justement à des basculements de personnes qui tombent dans le vide parce qu'il n'y a pas de protection collective, par exemple. Et ça, j'en vois tous les jours dans les constructions qui me sont apparentes, j'allais dire. Voilà. Ce sont les 3 domaines affectés les plus principaux. Parce qu'après, on a le domaine donc aéroportuaire, donc des agents de sûreté aéroportuaire, pour éviter des envois, j'allais dire, qui seraient malveillants dans les avions. Oui. Donc on est là pour repérer tout cela. Et après, vous avez aussi la partie aéro-maritime et portuaire, hein, qui ont sensiblement les mêmes métiers, parce que pour avoir accès au bateau, il faut contrôler ce qui va rentrer dans le bateau, tout simplement. Oui. Hein. Et cela par l'adjonction et la production de matériel, de portiques anti-détection, de matériaux, etc. Mais pas essentiellement aujourd'hui, parce qu'on peut avoir des scans, on peut avoir une radiographie. Et c'est des matériels qui valent très cher. Et ça, je suis conscient d'une chose, que tout ce qui est cher n'est pas forcément à la disposition de tout le monde, y compris des institutions.
Bien. Alors, donc, Damaro et qui nous accompagne, je ne sais pas ce que tu as envie d'indiquer suite à... On a l'expert avec nous pour parler Justement, de sécurité. autant d'en profiter incendie. pour nos millions de téléspectateurs. Et il y a beaucoup de personnes qui regardent cette émission, donc on doit quand même comprendre qu'il doit y avoir beaucoup de conseils à leur prodiguer pour d'éventuelles situations d'incendie. Moi, je serais incomplet dans ma chronique si je n'avais pas ajouté les causes de ces incendies-là, dues à des bougies, comme tout à l'heure, M. Aubert avait commencé à en parler. Les installations le aussi. matériel électrique qu'on utilise pour... oui, forcément. on va revenir avec vous parce qu'il Justement. y a des questions, oui. Ah, s'il y a des questions liées à quoi, je dis tant mieux, parce que une bougie qui coûte aujourd'hui 1000 francs tue aujourd'hui des cinquantaines de personnes. C'est vrai, aujourd'hui, on n'a pas une statistique fiable, parce qu'à leur demander tout à l'heure, ils n'ont pas le chiffre. Ils n'ont pas le chiffre. Moi, on sait, puisque nous sommes des journalistes, nous sommes en contact avec ces personnes. On a eu des cas d'incendie, on en a même eu récemment, spectaculaires récemment, malheureusement, à la minière. À la minière, avec cette société dont je ne vais pas faire la publicité. Mais je me suis transporté sur le terrain, voir un peu l'ampleur du dégât, mais c'était énorme. À dire que après les sapeurs-pompiers, comme je le disais tout à l'heure, sont venus, mais ils n'ont pu rien faire parce qu'il se trouvait de la matière explosive à l'intérieur. Est-ce qu'ils avaient peur de rentrer? De toute façon, on peut quand même s'imaginer que ce sont des personnes expertes en la matière et elles savent comment aborder ce genre de situation. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la bougie, c'est l'une des causes de ces incendies parce qu'aujourd'hui, on n'a pas, si vous voulez, on ne sait pas comment aujourd'hui s'y prendre avec la bougie dans nos foyers. Les personnes, parce que tout ça aussi, ça prend. Pour poser la bougie en sécurité pour ne pas après, parce que le sommeil peut intervenir à n'importe quel moment. Et souvent, les cas qu'on nous explique, ce sont des gens qui ont allumé leur bougie soit dans la chambre. Sans compter la promiscuité des maisons d'habitation, c'est un peu ça. Des petits espaces avec énormément de choses là-dedans qui constituent des combustibles d'ailleurs. J'aurais pu tout à l'heure m'aventurer sur un certain nombre de conseils qu'on peut leur prodiguer, mais je ne peux pas être beaucoup plus éloquent que M. Aubert, qui va certainement tout à l'heure donner quelques conseils à nos téléspectateurs. La sécurité incendie au cœur de notre numéro d'aujourd'hui. Et puis, je rappelle Aris Aubert, notre invité, qui nous a fait la sympathique amitié de nous tenir compagnie pour l'émission. Et moi, j'ai envie de dire concrètement, pour qu'on puisse vraiment avoir quelque chose de concret, que nos téléspectateurs puissent vraiment être éclairés là-dessus, j'ai envie de dire concrètement, prenons le cas d'une maison d'habitation, une maison à étage. D'après vous, quel est le dispositif de sécurité qu'il faut pour une maison à 3-4 étages? Là, nos locaux sont dans une maison à étage. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut en termes de système de sécurité pour une maison à étage, plusieurs étages? Alors là, vous allez poser la question essentielle d'un bâtiment à R+1, R+2, R+3. Pour construire ce bâtiment, parce que je crois qu'il faut qu'on reprenne à la source, il faut que nous ayons des matériaux de construction qui soient déjà dans l'incombustibilité vis-à-vis du feu. Déjà, incombustibilité, d'accord. Donc capable de résister, avec un certain temps à l'alimentation du feu. La résistance avec le temps. Bon. Après, il faut ne pas avoir des locaux exigus. Oui. Déjà, pourquoi exigu? Tout simplement, si on est 50 dans une pièce de 10 mètres carrés, pour pouvoir évacuer, ça va être très difficile. D'autant que, ce que j'ai vu aussi, il n'y a pas forcément une évacuation, une deuxième évacuation à chaque fois. Il faut à chaque fois que l'on a la possibilité de construire une maison à plusieurs étages, d'avoir toujours une porte d'évacuation. Oui. Les issues de secours, non? C'est la même chose. Secours, oui. Mais vous avez l'issue de secours principale, oui. Et puis l'issue de secours annexe, oui. Qui doit être déverrouillée à chaque fois, oui. Pour que les habitants puissent au moins s'échapper. Oui, en cas d'incendie, ou voire même également des débuts d'incendie par de mauvaises installations électriques, ce que vous précisiez tout à l'heure. Oui, oui.
Parce que j'ai vu aussi des installations sauvages quelquefois, donc qui ne sont pas forcément dans la norme de la construction. Et puis une installation sauvage n'est pas propice, je dis bien n'est pas propice à une bonne alimentation électrique. Et par contre, elle sera propice à un futur incendie. Et c'est là la gravité de la chose. Eh bien, donc faire très attention, hein, Damaro, aux installations électriques qu'on fait sur les maisons. En même temps, moi j'ai envie de vous poser la question suivante, c'est-à-dire que on entend très souvent parler d'audit en milieu financier et économique. Et il se trouve aussi que dans le domaine de la sécurité, il est question aussi d'audit en sécurité. En quoi consiste un audit en matière de sécurité et incendie? Eh bien, l'audit, tel qu'elle est proposée par les produits financiers, par exemple, c'est d'investiguer si l'ensemble de toutes les procédures ont été mises en place pour une bonne production financière. Eh bien, dans la partie de la construction contre l'incendie, c'est de la même manière, de la même mouture. Savoir construire pour éviter l'incendie, tout simplement. Pas besoin de chercher midi à 14 h. Veuillez excuser cette locution. Mais néanmoins, l'audit, elle sera faite pour, j'allais dire, contrôler, rendre acceptable la construction par rapport au cahier des charges qui a été demandé par le promoteur de la construction. Alors, donc, envie de savoir aussi, question subsidiaire, l'audit intervient avant la construction, sur le plan qu'on analyserait, ou alors intervient pendant la construction, ou alors on peut auditer à tout moment pour savoir, cet immeuble, j'ai envie de l'auditer pour savoir s'il y a des dangers, il y a des risques pour incendie, etc. Ça fonctionne comment? La construction d'un bâtiment va commencer à la source, par les plans, oui, par un architecte, oui, diplômé d'État, bien évidemment. Il y en a ici, hein, j'en ai connu. Ah oui, oui. Hein. Et l'architecte va s'adjoindre des maîtres d'œuvre selon la préconisation du maître d'ouvrage. Le maître d'œuvre, lui, va choisir les corps d'État qui seront nécessaires à la construction en concertation avec l'architecte, bien évidemment, qui, lui, est devenu le responsable de la vie des futurs habitants. Oui. Donc, les investigations nécessaires au diagnostic de sécurité vont démarrer depuis le départ et tout le long de la vie de la construction d'un bâtiment. Ça, c'est pour répondre tout à l'heure à votre question en suspens pour les systèmes de sécurité incendie. D'accord. Donc, une fois que la vie du bâtiment a été construite, le long de sa vie, 18, 24 mois selon, eh bien, dans cette périodicité de temps, vous aurez des bureaux contrôle qui vont passer, je ne cite pas de nom. Vous aurez le coordinateur des systèmes de sécurité incendie qui va passer si l'architecte a décidé de mettre un système incendie dans les habitations, par exemple. Et vous aurez le maître d'œuvre qui va s'adjoindre à un grand contrôleur de la construction pour valider chaque étape de cette construction. Et arrivé à terme, la commission de sécurité, je pense qu'elle existe aussi ici, devra donner son aval, son avis, pour j'allais dire, rendre libre le bâtiment et qu'il soit mis après à disposition des futurs locataires, logeurs, etc. Eh bien voilà, on va faire... Oui, vas-y. Oui, je voulais juste poser peut-être deux questions à M. Aubert, parce que tout à l'heure, là, vous parliez des bornes qu'on devrait installer dans certaines zones et pour éventuellement faire face à ces situations d'incendie. Mais tout de suite, moi, mon instinct de citoyen me dit quoi? Parce que la réalité est que souvent, on est confronté à un problème d'eau. S'il se trouve qu'il n'y ait pas d'eau dans ces bornes-là, comment le citoyen doit s'y prendre? Parce que tout le monde n'est pas MacGyver. Il n'y a pas que le délestage de courant et d'électricité. J'entends bien. D'eau aussi. C'est un petit peu une gageure, hein, votre question. Parce que la Guinée ne manque pas d'eau dans son territoire. Oui. Maintenant, il faut reprendre tout en amont pour avoir
les adjonctions d'eau nécessaires pour les populations concernées dans chaque grande ville. Oui. C'est aussi une question urbaine. J'allais dire, Ça rejoint votre problématique de Voilà. politique Mais- urbaine. voilà. Oui. Mais pour cela, il faut une impulsion de vos hommes politiques, Oui. notamment des ministres du rural, des ministres de l'environnement, De etc. l'habitat, de Mais je ne peux l'hydraulique. pas aller au-delà Oui. par rapport à ma proposition, parce que moi, je suis là en tant qu'invité. Ouais. Hein. L'autre question, rapidement, c'est un rapport avec ces installations. Parce que la réalité est que aussi, dans nos foyers, ce sont des petits bricoleurs auxquels on fait appel pour venir faire des installations. Mais au-delà de ça, parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a rencontré un jour, qui est venu ici à la rédaction, me rencontrer et demander à ce qu'on aille faire un petit reportage à son domicile qui a été incendié. Alors lui, qu'est-ce qu'il voudrait? D'abord, la première des choses qu'il avait faites, il s'est transporté directement dans une agence de DDG pour aller porter plainte, pour essayer d'échanger avec le directeur d'agence et dire et l'amener peut-être à s'expliquer sur ce qui est arrivé à son domicile. Lui, l'explication qu'il avait donnée, c'est qu'il y avait eu un court-circuit qui en a été la cause. Alors, comment ça se passe ailleurs quand on est face à une telle situation? Alors, pour répondre ailleurs, ça va être tout simple. J'ai un exemple en tête, c'est d'avoir au moins une assurance pour déjà délimiter le sens des responsabilités. Situer Mais- les responsabilités. Voilà, mais ici, ça me semble très difficile. Tout le monde n'a pas les moyens De financiers. s'assurer. Ok. C'est là où moi je suis démuni pour vous répondre à ce niveau-là. Hein, parce que si je vais au-delà d'une attention particulière telle que vous voudriez me faire aller, je ne peux pas me permettre. Je suis invité dans le pays. D'accord ? Alors, concrètement, là, vous n'allez pas être démunis sur la question qu'on va vous poser. Admettons que Damaro et moi sollicitiez votre expertise pour avoir une formation en sécurité. La question concrète que j'ai envie de poser et qui certainement intéresserait nos téléspectateurs serait de savoir quels sont les outils, puisque vous êtes formateur aussi, en sécurité, incendie, même en sécurité d'une manière générale, quels sont les outils qu'on donne à une personne qui souhaiterait faire de la sécurité? C'est-à-dire, un agent de sécurité, il est outillé par quoi? Qu'est-ce qui fait de lui un agent de sécurité? La compétence avant toute chose, et cette compétence doit être acquise par une formation de sécurité incendie avec l'apprentissage des 3 éléments qui permettent le feu, pour bien comprendre comment le feu s'alimente par lui-même et par l'air. Et puis après, on va lui donner des outils de premier secours et pas celui du pompier. Il va être là pour éteindre un tout petit feu naissant par le biais d'un extincteur ou d'extincteurs de différentes, de différentes normes, ACO2, pour l'électricité, etc. Donc on leur donne ces outils, mais pas essentiellement, parce qu'il n'y a pas que l'incendie. Il y a aussi toute la déontologie, toute la formation en sûreté. Mesdames et messieurs, le deuxième sujet, c'est pour maintenant et ça va être le ZapNet. C'est parti. Vous interdisez qu'on nous fabrique les fighters. Pourquoi? Linda la vida de jubilada. Dicen que ahora no hacemos nada. Sí, la jubilada no hacemos nada, nada de nada. Vienen las hijas, vienen las nueras aprovechadas. Ah, las jubiladas no hacemos nada. Cuida a la nena, cuídame al nene. Mira, los nietos dan alegría. Yo te los traigo por todo el día. Total, las jubiladas no hacemos nada, nada de nada.
मेरा जन्म मेरे नानेरे हुआ है, तो उससे मान लो घर वालों ने पालने का निर्णय लिया, दादा दादी है, माँ बाप है। उसके बाद में मैं थोड़ा बहुत जिंदगी के साथ संघर्ष किया, तो मैंने स्कूल में दाखिला के लिए मैं मास्टर के पास गया था। मास्टर ने स्कूल में दाखिला देने के लिए एक बार इनकार कर दिया। उसी टाइम में मैं मायूस हो गया। फिर सोचा मैं कुछ न कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन घर की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर थी, इसलिए घर वाले भी नहीं पड़ा।